Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Parlons Cash, le troisième du nom. On va parler cash encore une fois cette semaine. On commence tout de suite par une rubrique dont vous avez l'habitude. En l'occurrence, il s'agit de parler des marchés financiers et de voir quelles opportunités ils recèlent. Alors, pour parler des marchés financiers, on retrouve Jonathan Lévy. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Un mot sur ce qui a marqué ce mois de juin d'un point de vue financier, c'est l'intervention du patron de la Banque Centrale Européenne et avec lui ses petits camarades qui a décidé de prendre des mesures, le taureau par les cornes diront certains. Pourquoi la Banque Centrale se réveille ? Pourquoi est-ce que ce réveil ? Vous avez raison Thomas, c'est bien effectivement l'intervention de ce mois. C'est le D-Day, le Draghi Day en fait, qui a eu lieu donc le 5 juin et non pas le 6 juin comme on a pu l'entendre ici ou là. Pourquoi est-ce qu'elle a intervenu ? Pourquoi est-ce qu'elle a intervenu ? Parce qu'en fait, on a constaté, de mois en mois, que l'inflation était de plus en plus basse. Et ça, c'est un problème. Et ça, c'est un véritable problème, en fait. Pourquoi c'est un problème, l'inflation ? Voire la déflation. La déflation, c'est très mal. C'est vraiment un cancer économique et social. Quand il y a de la déflation, on l'a vu au Japon par exemple, les acteurs arrêtent de consommer. Les ménages ne consomment plus, les investissements ne se font plus, les entreprises ne veulent plus investir et donc la croissance stoppe et c'est un cercle vicieux en fait. C'est difficile d'en sortir. L'économie, c'est de l'argent qui circule, qui tourne et si on se dit qu'on paiera moins cher demain, on le garde sous son matelas ou ailleurs et donc on ne consomme plus, on n'investit plus et la machine s'arrête. Et effectivement, donc il y avait urgence à intervenir. Comment est-ce qu'ils ont fait pour enrayer ça ? Comment ils tentent de l'enrayer ? On n'en est pas encore à un enrayement définitif. On verra plus tard si ça aura un impact à la hauteur des attentes. Comment est-ce qu'ils tentent de l'enrayer ? Il y a 5 mesures, mais il y en a 2 mesures phares qui me permettent d'illustrer un petit peu ce qu'ils ont cherché à faire. La première mesure, c'est le taux de dépôt négatif. Vous savez qu'il y a à peu près 150 milliards qui sont déposés par les banques commerciales auprès de la Banque Centrale Européenne. Chaque jour, tous les soirs. Tous les soirs. Et le paradoxe, c'est qu'à l'inverse, il y a des banques plutôt dans le sud de l'Europe, en Espagne, en Italie, qui, elles, cherchent de l'argent. Donc il y a des banques plutôt dans le nord de l'Europe qui ont des excédents de liquidité, mais qui ne le prêtent pas aux autres banques qui en ont besoin pour prêter aux entreprises espagnoles, italiennes et françaises. L'argent ne circule plus. Donc en mettant un taux négatif, la BCE a cherché à contraindre les banques qui ont des excédents de liquidité à leur reprêter à l'économie réelle en fait. Oui, parce qu'en fait, sinon ils perdent de l'argent en allant le mettre à la Banque Centrale. Ils perdent de l'argent, vaut mieux qu'ils le prêtent à d'autres acteurs qui en ont réellement besoin. Il y en a qui s'enrichissent en dormant, eux, ils s'appauvrissent en dormant. Donc il faut qu'ils le mettent dans l'économie réelle. Deuxième mesure donc. Deuxième mesure, c'est un prêt qui pourrait faire jusqu'à 400 milliards d'ici la fin de l'année. C'est un prêt à 4 ans dans des conditions favorables. Mais là encore, ça illustre bien à quel point la BCE a été pragmatique et a voulu relancer l'économie, et en particulier que ce soit bénéfique à l'économie réelle. Parce que le montant qui va être octroyé à chaque banque dépend des crédits octroyés à l'économie réelle, octroyé au secteur privé, aux entreprises et aux ménages qui ont besoin d'argent. C'est ça le mot-clé, c'est que la Banque Centrale Européenne veut agir sur l'économie réelle. Ce n'est pas juste inonder le marché de liquidités comme ont pu le faire la Fed ou la Banque d'Angleterre. Effectivement, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait un impact sur l'économie réelle. Donc ils veulent relancer le crédit pour pouvoir lutter contre l'inflation, relancer la croissance. Parce qu'en effet, sur les marchés anglo-saxons, ça passe, la courroie de transmission, c'est les marchés financiers. Donc si les marchés financiers remontent, ça relance la machine. Ici, dans la vieille Europe, c'est plus une économie bancaire, bancarisée, donc c'est par ce biais qu'il faut agir. Ça passe par les banques et c'est un petit peu différent de ce que la BCE avait fait il y a 2-3 ans. Alors pour autant, si on considère que ce sont des bonnes mesures pour l'économie, on n'a pas vu un saut de joie de la part des boursiers, on n'a pas vu non plus l'euro s'affaiblir, ce qui était aussi un deuxième effet qui se coule attendu. Oui, on n'a pas vu ça en fait parce qu'il faut bien avoir en tête que il faut avoir une vision dynamique en fait de ces politiques-là. Il ne faut pas avoir une vision statique de ces politiques. Ces mesures vont être mises en place sur toute l'année 2014 et 2015. À l'inverse, la Fed, puisque vous parliez du taux de change euro contre dollar, il faut regarder aussi ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, du côté de la Fed, la Banque centrale américaine. La Fed, elle, est en train de retirer des liquidités du marché. Cette semaine, elle a encore retiré 10 milliards de dollars et elle va
complètement arrêter d'ici octobre. Elle va probablement remonter les taux d'intérêt, on ne sait pas exactement quand, mais courant 2015, elle va remonter les taux. Donc d'un côté, on a la BCE qui est en train d'agir progressivement, graduellement, faite sur toute l'année 2014. Elle ne fait que commencer à agir. Et de l'autre côté, la BCE arrête son action de politique. La Fed, donc c'est ce delta qui va faire qu'il y aura peut-être un réajustement. C'est ça votre pari? C'est ça notre pari, effectivement. Donc ce réajustement va avoir des impacts, des conséquences en fait. Quelles conséquences si on prend un peu les différentes convictions qui sont les vôtres à date? Alors, si on regarde les différents marchés, d'abord le marché d'échange. Notre conviction, c'est qu'il y aura in fine un impact important sur le taux de change. On pense que l'euro devrait se déprécier par rapport au dollar et devrait atteindre 1,20. On est à peu près à 1,36. Donc baisse de l'euro. Baisse de l'euro. Sur les taux d'intérêt, ça donne quoi? Sur les taux d'intérêt, il y a eu un impact qui avait été anticipé par les marchés. Donc les taux à court terme ont baissé. On est à 0,5% sur le 1 an, sur le marché interbancaire à 1 an. Si on regarde du côté de l'OAT 10 ans, on est à 1,67%. L'État français emprunte à 10 ans à 1,67. Et si la Fed remonte ses taux, ça ne va pas avoir une corrélation de onde de choc sur les taux européens? Je ne pense pas. Contrairement à ce qu'on avait vécu effectivement il y a 1 an, on avait vécu cette onde de choc. Je pense que là, on ne revivra pas ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une vraie divergence des politiques monétaires, comme on l'a expliqué. Donc décorrélation entre les taux US et européens. Au niveau des actions, qu'est-ce que vous anticipez d'un point de vue géographique tout d'abord? On pense que c'est l'Eurostoxx, les marchés actions européens qui vont le plus en profiter, c'est normal. C'est les entreprises européennes qui sont le plus visées. Les marchés actions, l'Eurostoxx devrait progresser de 10 à 15% d'ici 12 mois, c'est notre conviction en tout cas. On pense qu'en particulier, les marchés d'Europe du Sud, Italie, Espagne devraient le plus en profiter. Ouais, on le répète souvent dans cette émission. On le répète souvent, mais c'est notre conviction forte. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu d'ailleurs sur les taux d'intérêt. En début d'année, l'Espagne empruntait à 4%. Avec la normalisation de la politique de la BCE, il n'emprunte plus que à 2,70%. Il y a un impact très très fort quand même auprès de l'Espagne. Et pour finir, les secteurs, du point de vue action, qui pourraient... Alors les secteurs, nous on pense que les banques vont en profiter. On voit bien que, comme vous le disiez, c'est tourné, l'économie passe par la bancarisation. Donc on fait tout pour que les banques prêtent plus à l'économie. Elles vont profiter donc de cette relance monétaire. Et puis, et surtout, les sociétés qui exportent, qui produisent en France, qui vendent dans la zone dollar. Je pense par exemple à Airbus, je pense notamment aussi à Schneider Electric, qui avait pâti en fait de la baisse du dollar, de la force de l'euro. À l'inverse, il devrait en profiter dans l'autre sens. C'est très clair. Merci beaucoup Jonathan pour ces explications. On se retrouve très bientôt pour, Merci Thomas. Pour la suite de l'émission en tout cas. Et puis à nouveau Parlons Cash. On va passer tout de suite à notre rubrique Bon placement et on va accueillir pour ce faire Vincent Kutkowitz. Alors, deuxième partie, j'ai le plaisir de retrouver Vincent. Bonjour Vincent. On va voir ensemble, on a vu avec Jonathan cette explication du paysage, comment est-ce qu'il a évolué sous l'impulsion de la Banque Centrale Européenne et de son président Mario Draghi. Quelles conséquences sur les différentes classes d'actifs? Ça va être un petit peu l'enjeu de cette partie-ci. Globalement, est-ce que ce que fait Mario Draghi, c'est positif ou négatif pour les épargnants? C'est certainement positif parce que finalement, le mal aurait été pire que le remède qu'on est en train de mettre en place. Si la BCE n'était pas intervenue, on aurait pu se projeter dans le scénario d'une déflation. Et dans ce cas-là, non seulement l'activité des entreprises ralentit, donc on rentre dans une sorte de dépression, et donc l'épargne finalement des épargnants se déprécie. On a des voix en Allemagne qui s'élèvent pourtant pour dénoncer ces mesures. Alors en fait, il faut les écouter. Il y a effectivement les caisses d'épargne allemandes notamment qui se sont soulevées en disant qu'on spoliait l'épargnant allemand. Nous, on voit plutôt, comme toujours dans ce genre de situation, l'opportunité de saisir justement des opportunités. Il y a des arbitrages à faire. Il y a un changement de stratégie à faire dans son comportement d'épargne. Alors que là, les Allemands ne le font pas et restent figés finalement à leur modèle classique. Il faut être dynamique, il faut bouger la guerre de position, ce qui permet justement de gagner. Alors justement, si on fait maintenant, on passe en revue
vu les différentes classes d'actifs pour essayer de voir qui en profite et qui en profite moins. Comment s'en tient, par exemple, par les placements monétaires? Les placements monétaires sont en fait en train de disparaître complètement du paysage. Je pense que très peu d'épargnants aujourd'hui continuent à avoir ce genre de placement. Ça devient un placement un peu technique d'attente. Et on perd de l'argent quasiment. Aujourd'hui, on perd de l'argent avec une inflation. Et les taxes. L'inflation est supérieure aujourd'hui au rendement des monétaires. Donc c'est vraiment un placement qu'il faut éviter d'avoir dans son portefeuille. Le livret A. Le livret A aujourd'hui est à 1,25%. On parle d'une baisse au 1er août à 1%. En réalité, la formule qui devrait être appliquée devrait en fait d'une certaine manière arriver sur un livret A inférieur à 1%. Ouais, on a toujours une formule, mais elle ne s'applique jamais. Hein. Ouais, c'est une formule à la carte. Il y a un enjeu politique. Maintenant, lorsqu'on voit... C'est pour ça qu'on avait fait une formule. C'était pour plus qu'il y ait d'enjeux politiques. Et bon. Alors là, le gouvernement sera quand même un peu coincé parce qu'ils se sont réjouis des décisions de la BCE au lendemain. On sait quelle a été la réaction du gouvernement. Donc on verrait mal aujourd'hui le gouvernement sponsoriser le livret A alors qu'en réalité, il devrait être inférieur à 1%. Et financer l'économie réelle, c'est ça le leitmotiv. Les livrets fiscalisés des banques, est-ce qu'il faut regarder? Alors, les livrets fiscalisés aujourd'hui, ils sont autour de 1,25%. Lorsque vous enlevez la fiscalité et en plus l'inflation, finalement, là aussi, ce n'est pas une solution d'épargne pérenne. Il y a ensuite les livrets plutôt boostés qui sont les livrets sur lesquels les banques investissent notamment en termes de marketing. Généralement, sur une période de 3 à 6 mois, vous pouvez bénéficier de 4 à 5%. Le taux est complètement déconnecté de la réalité. Ce sont des investissements marketing que font les banques pour acquérir des clients. Là, ça va devenir de plus en plus cher pour les banques de financer ce type de produit. Compte à terme, est-ce que c'est toujours intéressant? Alors les comptes à terme, là aussi, c'est plutôt une classe d'actifs qui est en train qui souffre énormément. À 3 mois, on est à inférieur à 1%. À 3 ans, on est autour de 1% en moyenne. Et donc ça, c'est des taux qui sont actuellement proposés, certainement qui vont encore baisser. Ouais. Donc là aussi, nous préconisons de fuir ce genre de placement. On voit bien la logique qui est derrière. Hein. C'est vraiment de repousser les épargnants et l'épargne vers de la prise de risque, vers un financement moins sûr, mais qui rapporte un peu plus. Tout à fait. L'enjeu, c'est finalement de dynamiser l'économie. Si on dynamise l'économie, qu'on fait en sorte que les entreprises aient accès aux liquidités, l'activité va reprendre et d'une certaine manière, les actions devraient se renchérir. Alors encore des placements sur les fonds euros en assurance vie. Alors sur les fonds en euros en assurance vie, nous on aime bien classifier un peu ça pour aider l'épargnant à s'y retrouver. Vous avez les fonds euros classiques qui sont investis notamment en obligations d'État. Là, il y a une forte inertie sur ce type de placement, même si la tendance depuis quelques années est déjà à la baisse des rendements des fonds en euros, 2,80 en 2013. On devrait continuer en tout cas à voir baisser les fonds en euros. Maintenant, dans les fonds en euros, les assureurs et les constructeurs de produits sont aujourd'hui très innovants. Ils tentent de dynamiser. Voilà, il y a des produits type fonds euros, donc avec une garantie en capital qui propose d'intégrer une poche action. Donc avec une poche action à 25%, on devrait de cette manière-là profiter des décisions de la BCE et booster entre guillemets les taux de ces fonds en euros. Si ceux qui nous écoutent ont des investissements immobiliers soit réalisés, soit à faire, est-ce que c'est la bonne période? Là aussi, nous on distingue deux segments. Alors, je reviens un peu sur le point précédent. Dans les fonds euros, il y a aussi des fonds euros immobiliers. Eux aussi devraient bénéficier du soutien à l'économie. Ça me permet d'arriver effectivement à notre raisonnement sur l'immobilier. Sur l'immobilier, on va séparer l'immobilier classique, disons résidentiel, de l'immobilier d'entreprise. Est-ce que c'est aussi une occasion de profiter des taux bas pour acheter soit sa résidence principale, voire une résidence secondaire? Les taux sont déjà très bas, donc on ne pense pas qu'il y a encore une marge de manœuvre importante du côté des banques. Par contre, ça devrait permettre de relancer le niveau des transactions qui a été assez faible l'année dernière en France notamment. Donc peut-être que ça va relancer un petit peu le niveau des transactions, mais ça ne devrait pas changer grand-chose dans le domaine de l'immobilier classique. Maintenant, si on va sur l'immobilier d'entreprise, là, par contre, on est connecté à l'activité économique beaucoup plus et on pense que si l'activité économique redémarre grâce aux décisions de la BCE, les entreprises vont avoir besoin de se loger, entre guillemets, de trouver de l'immobilier d'activité, des locaux d'activité, des entrepôts, etc. Et donc là, on pense qu'il y a certainement des bonnes opérations à faire, notamment sur toute la classe d'actifs des SCPI, donc c'est la pierre-papier sur l'immobilier d'entreprise. En effet, via la pierre-papier, c'est difficile d'acheter un immeuble d'entreprise, sauf si on a les moyens, bien sûr. Les obligations d'entreprise, on reste dans l'univers des entreprises. Donc là, les taux avaient bien marché pendant la crise, c'était vraiment le refuge. Ouais, tout à fait. Les taux vont baisser, donc mécaniquement, ça valorise les obligations déjà émises dans le passé. Ça me permet de faire un petit rappel. Beaucoup d'épargnants qui nous suivent doivent avoir dans leur portefeuille l'emprunt EDF.
j'en profite pour lancer un appel. L'emprunt EDF s'arrête le 17 juillet. Les 270 000 Français qui ont épargné sur l'emprunt EDF en moyenne 12 000 euros vont récupérer leurs sous. Donc la question, c'est que fait-on de cet argent-là? Si on a envie de retourner un peu sur le marché des obligataires, parce que ça nous a plu lorsqu'on l'a fait en 2009, il y a encore des opportunités à saisir, notamment sur des sites comme bienprévoir.fr où on a encore des produits qui ont été construits avant la baisse des taux finalement. Donc on peut encore, les derniers stocks qui sont disponibles actuellement. D'accord. Les actions, pour finir ce tour d'horizon. Sur les actions, Jonathan a déjà intervenu sur le sujet. Maintenant, pour savoir comment investir directement et mettre en œuvre cette conviction qu'on a sur les actions, d'abord, investir sur les produits en dollars. Donc là, il y a des solutions pour investir. Malgré une baisse anticipée du dollar? Alors, oui, tout à fait. Aujourd'hui, on continue à considérer que c'est une opportunité d'investir aujourd'hui sur les placements en dollars. Alors, en fait, c'est le dollar qui devrait se renchérir face à l'euro, puisqu'on s'attend à un dollar à 1,20. Donc, finalement, le contraire. et en réalité, donc, saisissons aujourd'hui l'opportunité d'investir sur les produits en dollars. Deuxième solution. Donc, on joue la remontée du dollar. On joue la remontée du dollar. Ça fait longtemps qu'on l'attend et qu'elle tarde. C'est le sens de l'histoire. De toute façon, même si ça ne se réalisait pas, la zone dollar est quand même une zone qui fonctionne bien, donc c'est certainement une opportunité à saisir. C'est ça le conseil pour les épargnants, du point de vue action, on joue les valeurs plutôt de dollars. Dernière solution sur les marchés actions, c'est de jouer l'Europe du Sud. Donc là aussi, il y a des produits qui sont construits autour des indices de l'Italie et de l'Espagne. Donc là, il y a des solutions à saisir aujourd'hui. Bon, c'est parfait. Merci Vincent pour ce tour d'horizon des différentes classes d'actifs. Vous restez avec nous et on va accueillir tout de suite quelqu'un qui va nous parler cash. En l'occurrence, il s'agit de Shagir Manji. Bonjour Shagir. Bonjour Thomas. Vous êtes le directeur de la gestion de As Gestion. Et Vincent, vous avez confié à As Gestion et à Shagir en particulier un mandat de gestion. Vous pouvez nous rappeler ce qu'est un mandat? Un mandat, en fait, c'est le fait de déléguer à une société de gestion qui a pignon sur rue, dont le métier est de gérer des portefeuilles, justement, de déléguer la gestion de son portefeuille à des gérants qui ont des convictions. Ils peuvent le faire de différentes manières. Ils peuvent avoir une vision plutôt macroéconomique ou plutôt avoir une vision microéconomique. Nous, on a décidé de confier, en fait, la gestion de notre portefeuille, entre guillemets, ultra transparent, action vérité. Comme son nom l'indique, il contient des actions, on essaie de jouer la vérité. L'idée, c'est en fait d'offrir non seulement la possibilité d'accéder à un gérant professionnel qui va suivre le portefeuille tout au long de l'année, mais en plus de faire participer les clients qui vont investir sur ce portefeuille-là, sur ce mandat-là, les faire participer aux prises de décision. Et ça, c'est quelque chose de totalement innovant sur le marché. Et on rappelle que c'est dans une enveloppe d'assurance vie et que c'est via des fonds, hein, c'est pas via des actions en direct. Tout à fait, on est sur des fonds. Maintenant, les fonds peuvent être orientés actions, peuvent être orientés obligations, mais c'est effectivement… mais Shagir sélectionne des fonds en l'occurrence. Tout à fait. Alors, on va commencer, Shagir, si vous le voulez bien, avec la performance. Vous nous avez apporté un petit graphique où on voit justement Action Vérité en chiffres. On va le voir qui va s'afficher. Donc depuis 12 mois, on voit une performance qui est, je vous laisse le commenter, vous connaissez mieux les chiffres. Voilà, donc je vais vous donner quelques chiffres un peu plus récents, les chiffres les plus récents au 20 juin. Donc depuis le début de l'année, nous avons une performance de plus 5,8%. Sur glissement 12 mois, nous avons une performance supérieure à 14% avec une volatilité, c'est-à-dire un niveau de risque plutôt bas, inférieur à 7%. Et quand on regarde la performance de ce mandat depuis sa création, c'est-à-dire depuis septembre 2011, c'est-à-dire pratiquement 3 ans aujourd'hui, nous avons un gain de plus de 33%. D'accord. Donc voilà pour la partie performance. D'un point de vue construction, qu'est-ce qu'il y a derrière ces chiffres? Comment est-ce que vous fabriquez? C'est quoi la recette? Alors, nous avons ce qu'on appelle, nous partons d'une analyse macroéconomique. À partir de là, on construit un portefeuille en mettant l'accent, je dirais, sur 2 éléments. D'une part, la préservation du capital et d'autre part, comment minimiser le risque, c'est-à-dire avoir un niveau de volatilité relativement contrôlé, relativement maîtrisé. C'est ça un petit peu les 2 contraintes qu'on se donne. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de l'année dans ce portefeuille? Là, on arrive à fin juin.
Alors effectivement, l'année 2013, on a assisté encore une fois à une très forte baisse des taux d'intérêt. Nous avons décidé dès le début d'année, nous avons commencé à alléger la partie des obligations. Nous avons allégé cette classe d'actifs parce qu'on a eu quand même une très belle année 2013 au profit de fonds dits de performance absolue. Ce sont des fonds qui sont décorrélés du marché, mais qui permettent quand même d'avoir une performance tout à fait convenable et souvent supérieure aux obligations. Alors on rappelle comment ça fonctionne. Souvent, ces fonds achètent deux actions dans les deux sens opposés pour jouer justement la tendance, pour éviter la tendance positive ou négative du marché. Exactement. On peut être par exemple acheteur d'une action comme Peugeot et vendeur d'une action comme Renault et on joue l'écart et c'est l'écart qui représente le gain de cette gestion. Donc c'est ça que vous renforcez actuellement? Tout à fait. Alors on l'a fait depuis le début de l'année. Je peux vous donner un exemple par exemple d'un fonds que nous avons en portefeuille, un fonds de la maison DNCA, Muria, qui est un fonds donc ce qu'on appelle neutral market, c'est-à-dire qu'il n'a pas une exposition nette au marché, qui est complètement décorrélé du marché action. Sa performance quand on la regarde sur un an glissant, elle est de l'ordre de 8-9% avec des volatilités très maîtrisées. Mais pourquoi vouloir s'affranchir de la tendance? C'est-à-dire que vous n'êtes pas certain que ça va aller dans un sens ou dans l'autre, à la hausse ou à la baisse? Non, parce que nous avons déjà une exposition sur les actions et pour compenser cette exposition déjà relativement importante sur les actions, ça permet de limiter la baisse de notre mandat si il y avait une correction sur les marchés. Quelle est la proportion action-obligation actuellement? Alors aujourd'hui, nous avons une exposition en actions de l'ordre de 70%, ce qui est relativement élevé. En mettant l'accent, je dirais que nous sommes largement surpondérés sur la zone euro. Effectivement, il y a un potentiel aujourd'hui, un levier d'amélioration des résultats des entreprises européennes. Vous ne jouez pas encore les valeurs dollars, c'est un peu tôt pour vous? Non, pour nous, c'est un petit peu tôt aujourd'hui. Ça viendra un peu plus tard, probablement plutôt vers la fin de l'année ou 2015. Mais à court terme, on met l'accent sur la zone euro parce que c'est vrai que si la reprise économique pouvait un petit peu s'accélérer, on aurait un levier très important sur les résultats et en particulier dans les pays du sud de l'Europe. Donc c'est les valeurs qui ont un prix plutôt décoté, plutôt faible et qui pourraient profiter justement de résultats meilleurs et donc de cours qui remontent fortement. Voilà, alors dans le langage, je dirais, de gérant, on appelle ça les valeurs dites value, donc des valeurs plutôt décotées. Et là aussi, je peux vous donner un exemple d'un fonds que nous avons en portefeuille qui s'appelle Échiquier Value, qui est de la maison financière L'Échiquier, qui sur un an a fait une performance de 40%, avec quasiment une volatilité inférieure au CAC 40, alors que le CAC 40 dans la même période a fait moins de 20%. Donc on voit bien là le levier que nous avons sur ce type d'actifs aujourd'hui. Autre thème action, les valeurs moyennes? Tout à fait. Alors les valeurs moyennes, nous avons surtout la chance en France d'avoir d'excellents gérants. Et là, nous avons deux fonds qui ont des très belles performances également. Donc Cogefi Prospective, par exemple, qui fait de l'ordre de 32% sur une période de 1 an, avec une volatilité inférieure à 9. Donc là aussi, c'est vrai que c'est un moyen d'avoir une bonne performance. Comment est-ce que vous faites pour sélectionner ces gérants? Vous allez les rencontrer physiquement, vous échangez avec eux? Alors déjà, on détermine les thèmes sur lesquels on veut mettre un accent. Ensuite, nous, chez Agestion, nous avons une personne qui s'occupe de la multigestion. Donc il y a une analyse, je dirais d'abord quantitative, qui permet justement de séparer les bonnes et les mauvais et les bons fonds. Et ensuite, effectivement, nous avons une analyse dite qualitative où on rencontre les gérants. Et là, on les rencontre assez régulièrement. Alors pour finir ce tour d'horizon, on va parler un peu de la partie obligataire. Quels sont vos thèmes de prédilection sur ce compartiment obligataire? Alors, sur les obligations, d'une façon générale, il faut quand même être relativement prudent aujourd'hui parce que les taux ont beaucoup baissé. Même si on n'attend pas de remontée des taux avec la conjoncture actuelle et en particulier avec le dernier message de la Fed, à court terme, on a un peu moins d'inquiétude, je dirais, et encore moins, bien sûr, en Europe, dans la zone euro, compte tenu du décalage de conjoncture. Parce qu'il y a toujours cette crainte, notamment aux États-Unis, du crack obligataire, et notamment quand la Fed inversera la vapeur. Alors c'est exact, mais on a vraiment deux cycles conjoncturels différents entre les États-Unis et la zone euro aujourd'hui. Donc je ne pense pas que... Prudence, mais il y a peut-être des opportunités? Voilà, il y a des opportunités aujourd'hui sur une niche un peu spéciale qui s'appelle les dettes subordonnées bancaires. Kesako. Alors en gros, ce sont des dettes bancaires de moins bonne qualité que les dettes seniors, mais l'avantage de ces dettes, c'est que d'abord, elles sont peu connues du grand public.
Elles sont très techniques en termes de conditions. C'est un élément, ce sont des dettes qu'il faut analyser d'un point de vue juridique et c'est très technique. Donc tout ça, ça nous laisse de la valeur pour les professionnels. Et elles sont dites subordonnées parce qu'elles ne seront remboursées que avec une condition de subordination de remboursement des dettes seniors. Exactement. Mais elles ont l'avantage d'avoir un rendement qui rémunère bien le risque. Et il y a des fonds là-dessus, oui Vincent? Oui, je me dis que justement, ces dettes subordonnées sont des compartiments qui ne sont pas accessibles aux épargnants lambda, classiques. Exactement. Donc passer par un fonds, c'est une opportunité de le faire. Et puis ça permet surtout d'avoir la diversification également sur un fonds. Un fonds par exemple Alors nous avons un fonds qui s'appelle Axiom, qui est un fonds qui globalement a un rendement actuariel aujourd'hui du portefeuille de 4,7%. Et c'est typiquement le genre de fonds que nous avons en portefeuille. Bon, merci messieurs de nous avoir présenté ce mandat de gestion, Action Vérité. Petit mot de fin, il y a toute la documentation, les vidéos du comité de gestion, des derniers comités de gestion, les interviews de Shagir tous les trimestres, l'ensemble des documents de reporting qui sont sur notre site. Dans la partie bourse et services, on a une zone mandat de gestion Action Vérité, c'est très facile à retrouver. Et vous les retrouvez aussi sur decideurtv.com. Si elles n'y sont pas encore, elles y seront très prochainement. Merci à tous les deux en tout cas pour votre participation. À bientôt. Merci. Merci.